Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Si on doit définir la Isaba, on pourra dire que tout pouvoir qui protège et défend ce système corrompu et corrupteur, générateur de problèmes et de divisions, représente la Isaba. N'est-ce pas pour maintenir le peuple dans l'illusion que vous apprenez sur les personnes qui dévoilent les vérités et dénoncent les tromperies? N'est-ce pas parce que la chaîne Al-Magharibia recherche infailliblement la vérité que vous avez mis sa tête à prix? Oui, tout peut s'arrêter, sauf l'honnêteté. Le véritable esclave est celui qui se laisse emporter par ses désirs, tandis que les personnes libres sont qui sont guidées par la raison. Un grand philosophe du XVIIe siècle, Spinoza, écrivait: les hommes qui ont gouverné par la force n'avaient contribué en rien à la beauté du monde. Leur histoire n'était pas faite pour être racontée, mais tue. Dans leurs mains, tout ce que l'histoire du pays avait de merveilleux et de tragique se présente sous un éclairage livide, comme une succession ininterrompue d'abus et de sacrifices. Heureusement que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. On a tout déformé, ou plutôt on a tout fait pour militariser nos institutions et la société. Dans un pays comme l'Algérie, dont la marque de fabrique est l'opacité du pouvoir, sommes-nous arrivés à un processus de militarisation de l'État, de la force de frappe à l'adhésion aux BRICS, à la puissance régionale, et au meilleur secteur de santé en Afrique, la politique d'une Algérie virtuelle continue, ou plutôt la déliquescence de l'État continue. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Fermi Al-Magharibia, forcing électoral et déliquescence généralisée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission, vous l'avez remarqué, ces derniers jours, mon ami Jamaldine Benchouf, qui nous accompagne dans cette campagne électorale, donc de cette couverture spéciale, pardon. Il est avec nous comme consultant, mais aussi invité, journaliste, éditorialiste politique, analyste politique, observateur politique aussi. Les titres ne manquent pas, si Jamal. Merci beaucoup, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nasser, merci de m'avoir invité et de m'avoir attribué autant de titres. Vous le méritez. Je suis loin de le mériter. Vous le méritez, si Jamal. Très très honoré de vous avec nous. Très content aussi d'avoir Seali El-Askari, ex-coordinateur du FFS, qui est avec nous aussi depuis Alger, via Skype. Seali, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellay. Azoul, salam, bonsoir. Moi aussi, je suis Texahar pour l'invitation. Et je salue bien sûr Si Jamal et tous les invités. Et aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seali. Très, très content de vous avoir dans cette émission. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Rachid Hassani, secrétaire national du ACD, donc chargé de la communication. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les invités, bonsoir aux téléspectateurs de Magharibia et puis merci pour l'invitation. Merci beaucoup Rachid Hassani. Dali, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, on va revenir sur cette affaire de la chaîne Al-Magharibia, des pressions, donc risque de fermeture
de la chaîne El Magharibiya. C'est du déjà vu, on l'a vécu en 2019 malheureusement. Le timing de cette pression sur la chaîne El Magharibiya, on est en plein campagne électorale pour l'élection présidentielle. Ali, je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question. Écoutez, bien sûr, pourquoi maintenant à la veille de l'élection, du scrutin présidentiel? Parce que ils sont en train de s'auto-valider. Moi, je ne dis pas que c'est une élection présidentielle, c'est un scrutin simplement qui est joué d'avance. Je déplore bien sûr ce qui se passe autour de Maghribiya, comme ce qui s'est passé autour de tous les médias lourds libres en Algérie et de la presse qui a essayé d'être indépendante dans notre pays pour pouvoir écrire librement. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun quotidien, c'est-à-dire la presse écrite, qui peut aujourd'hui écrire librement, et aussi tous les médias lourds sont au service du régime en place. C'est pour ça que je dis que c'est une auto-validation et c'est un scrutin électoral et non une élection présidentielle. Bien sûr, je me solidarise totalement, je le dis bien, et une solidarité avec El Maghribiya qui est un espace, et le seul qui reste aujourd'hui, et on est en train de suivre, et tous les Algériens, et au niveau de l'Afrique du Nord, et au niveau international, elle donne la parole à tous les militants politiques ou bien associatifs, syndicalistes et autres pour pouvoir s'exprimer et des débats libres que nous manquons totalement en Algérie. On aurait bien voulu qu'ils concurrencent cette chaîne par rapport au débat libre. Là, oui, tout à fait. On va encourager ceux qui veulent concurrencer le Maghribiya par rapport à sa liberté de parole, par rapport, bien sûr, au débat qu'elle est en train d'offrir, bien sûr, à tous les Maghrébins et à tous ceux qui peuvent intervenir dans tous les coins, dans tous les coins au niveau international, de tous les coins des pays au niveau du monde. Donc, aussi, on offre la parole à toutes les opinions, c'est-à-dire à toutes les tendances politiques. Parce que, quel que soit, des fois, ceux qui expriment une voix pour dire que le Maghribiya, attention, c'est une chaîne islamiste ou la Froga, mais ils oublient que cette chaîne-là donne la parole à tous les Algériens, que ce soit à l'opposition, que ce soit à ceux qui sont pro-pouvoir, et aussi à toutes les tendances politiques, à toutes les idéologies et à toutes les opinions. C'est ça le plus important. Donc fermer aujourd'hui ce média lourd dont on a besoin. Nous, Algériens, où il y a une fermeture, une chape de plomb aujourd'hui qui tombe sur les Algériens pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Ni pouvoir écrire dans n'importe quel quotidien, sauf dans les réseaux sociaux, ils arrivent aujourd'hui encore à s'exprimer, sauf s'ils arrivent encore à faire ces réseaux sociaux, et aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à cette situation. Voilà à peu près ce que j'ai à dire par rapport au Maghribiya. Et Inch'Allah, je souhaite que ça ne va pas se faire. Je souhaite que ça ne va pas se faire. Inch'Allah. Parce que il faut, bien sûr, les résistent, Maghribiya les résistent. Je salue l'équipe et toute l'équipe qui est en train de travailler et qui mène beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour pouvoir être présente tout le temps, pour pouvoir faire passer le message, bien sûr, surtout pour les Algériens et les Algériennes. Merci. Très bien, merci beaucoup. On va bien sûr rester avec nous, on va revenir sur les questions politiques et la participation surtout du FFS à cette élection présidentielle. Restez avec nous, Ali El-Askari. Rachid Hassani, je vais revenir vers vous. Rachid Hassani, on a eu dans une émission bien sûr le président du RCD qui a exprimé des mots très forts à l'égard donc de la chaîne Al Magharibiya, de son travail médiatique, mais aussi de cette mission de donner la parole à tous les Algériens et à toutes les tendances politiques. Rachid Hassani, pourquoi on veut faire taire la chaîne Al Magharibiya? D'abord, je tiens à réitérer notre soutien et notre solidarité avec la chaîne Magharibiya, que nous l'avons exprimé à maintes reprises avec toutes les télévisions fermées, avec toutes les radios fermées, avec tous les médias, les organes qui ont été destinataires
d'intimidation, de menaces, et d'une manière générale, nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui expriment une voix dissonante par rapport à celle qui est exprimée et qui est dispatchée par les chaînes de propagande du pouvoir. Maintenant, pour les raisons, il faut savoir que la liberté de la presse, d'une manière générale, est consubstantielle à la liberté, à la démocratie, à l'état de droit. Donc, si aujourd'hui la tentation de la restauration autoritaire, de la restauration autoritaire d'un régime, d'un système, d'un pouvoir est là, et il ne peut pas donc s'accommoder de la parole libre, il ne peut pas s'accommoder de médias libres, il ne peut pas s'accommoder de médias qui donnent la parole à la voix contraire, à la voix dissonante et au peuple d'une manière générale. Voilà, donc aujourd'hui, si les pressions sont exercées sur les Maghrébiens comme ils ont été exercées sur d'autres médias qui ont fini par justement mettre la clé sous le paillasson, c'est parce que cette chaîne a toujours joué le rôle d'un média qui a donné la parole à toutes les sensibilités, et il a donné la parole aux partis politiques. Le concernant d'ailleurs les RCD, même si dans certains cas il y a des orientations éditoriales et éditorialistes qui ne le partagent pas avec cette chaîne, mais force est de constater, nous le reconnaissons, cette chaîne nous a toujours ouvert la voie, nous a toujours donné la parole sans aucune limite, et donc nous lui reconnaissons ça, et nous tenons à nous solidariser avec cette chaîne. Très bien. Merci beaucoup Rachid Hassani. Restez avec nous. Je sais que on ne va pas vous garder pour toute l'émission, mais c'est important d'avoir votre avis aussi par rapport à la question politique. Restez avec nous Rachid Hassani. Jamaldine Ben Chennouf, je vais revenir vers vous. Vous avez entendu donc ce qu'a dit l'Ali Al-Askari dans son intervention, ex-coordinateur du FFS. Mais aussi Rachid Hassani, secrétaire national du RCD, chargé de la communication. Avant de vous donner la parole, on va essayer donc de faire passer ce témoignage de notre collègue Selim Salhi, qui était donc ce témoignage a été fait hier dans l'émission في العمق. On l'écoute. ما أقول اليوم سأبدأ بمعلومة ومعلومة مهمة جدا. هذه معلومة وصلتني من مصدر موثوق جدا عن مصدر مسؤول، وأوضح أنه هذه معلومة خاصة تصلني من مصدر موثوق جدا عن مصدر مسؤول. تقول المعلومة أن الشخص الذي تكلف أو كلف بمهمة الاتصال بالشركة المتعاقدة مع قناة المغاربية لضمان بثها على الساتل، والمتعاقدة طبعا مع قناة المغاربية، الذي كلف بالاتصال بهم لعرض خدمات وصفقات بأثمان نقول لك مبالغ نحكي على مئات الآلاف من الأوروات، وإذا صح التعبير أقول من الدولارات. هذا الشخص اللي أقول تكلف أو كلف بهذه المهمة هو مدير هيئة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، السيد رشيد بسطام. هذه هي المعلومة. Jamaldine Ben Chennouf, l'information qui a été divulguée donc par Selim Salhi, et ça n'incombe que sa responsabilité bien sûr, parce que moi je veux que rentrer dans la personnalisation de ce processus qui a été déclenché contre la chaîne El Magharibi. Et on sait que c'est des processus et des pressions qui viennent donc de l'État, de l'État, du système si on peut dire, et les personnes c'est juste des intermédiaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamaldine? Avant de vous répondre sur cette question, j'aimerais d'abord saluer
les attitudes, les positions très courageuses de certaines voix éminentes au sein du FFS, comme celle de M. Ali Askari, ou de celle du RCD, comme celle de son secrétaire national, ou président, ou de notre invité d'aujourd'hui, de votre invité d'aujourd'hui. C'est vraiment très, très optimiste. Ça rassure quelque part. C'est très prometteur pour l'avenir. C'est un rassemblement autour d'une idée, malgré les sensibilités politiques des uns et des autres. Nous savons très bien que le RCD, le FFS sont de mouvances, je dirais, séculières, voire laïques, fièrement revendiquées. Le Magharibia est qualifié par beaucoup de gens d'être d'ancrage islamiste, ce qu'elle n'a jamais démenti de façon claire, ce qui nous permet donc de dire qu'elle est dans un courant islamiste. Mais cette reconnaissance mutuelle et réciproque de deux mouvances politiques qui tentent d'aller vers plus de démocratie, le Magharibia qui invite ces courants qui peut-être l'ont combattu hier, et ces mouvances qui se disent démocratiques viennent aujourd'hui de démontrer qu'ils sont réellement démocratiques. Mais ça veut dire, je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer, comme l'avait dit Voltaire en substance. Et en l'occurrence, c'est vraiment ce que ces deux camarades, ces deux messieurs, ces deux politiciens viennent d'exprimer aujourd'hui, après le président du RCD. Donc il y a de quoi se réjouir, et j'espère que la levée des boucliers ne se limitera pas seulement à ces deux formations politiques. Encore que moi, je ne m'attends à rien des autres petits partis politiques qui sont autant d'épiceries politiques, pratiquement des relais du régime et des voix de leur maître. Il faut rappeler, Djamel, je vais vous laisser continuer, il faut rappeler très rapidement que le Magharibia, depuis son existence, a donné la parole presque à tous les Algériens. Même ces petits partis que vous êtes en train de nommer, je suis bien placé pour le savoir. Absolument. Vous avez animé donc des émissions pendant des années. Vous avez invité presque toutes les tendances et même des personnalités qui soutiennent Ahmed Tebboune, qui ont soutenu en 2019 et qui le soutiennent maintenant. Et qui ont soutenu Bouteflika. Et qu'ils avaient la libre parole sur la chaîne El Maghreb. Absolument. Et d'ailleurs, toutes ces personnalités qui avaient soutenu Bouteflika pour le 4e mandat, voire le 5e mandat, que nous avons continué à inviter, qui sont passés du camp de Tebboune, pour abandonner ce qu'ils appellent désormais la Issaba. Mais je me réjouis vraiment très sincèrement de ces positions très courageuses. Ça honore notre pays, ça honore la politique. Signe de bonne santé par rapport à l'alternative qui peut se poser à un certain moment, si on peut dire. Oui, vous dites les choses très très bien. Parce que beaucoup de gens ferment définitivement la porte, sont excessivement pessimistes. Ils disent que la seule voie qui reste est celle du Titanic. Il n'y a pas de possibilité de rémission parce que ce régime a fait trop de mal. Il est arrivé à un point, il serait arrivé selon eux à un point de non-retour, un point de rupture qui n'apparaît pas encore pour la seule et unique raison de la rente pétrolière. Que le jour où cette rente serait compromise ou pas suffisamment suffisante, l'effondrement se produirait du jour au lendemain. Et même ses propres amis sont en train de le laisser tomber, parce qu'on est en train de voir ce qui se passe donc dans le Sahel, où les Wagner, et en Libye aussi avec Haftar. Rien ne dure qui ne repose sur des fondations solides. Mais avec nos deux amis d'aujourd'hui, franchement, moi je suis
je suis encore beaucoup plus optimiste que je ne l'étais, et Dieu sait combien je suis optimiste. Pour en revenir à ce qu'a déclaré notre ami Salim Salhi hier à l'émission L'Amr. Excusez-moi, je crois que je deviens un peu Alzheimer, j'oublie tout. Le nom de mes amis, des émissions. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes pertinent. Voilà. Alors Salim Salhi, d'abord je voudrais lui présenter mes condoléances. Nous avons appris qu'il a perdu sa nièce, Bentrou, qui n'avait que 17 ans. J'imagine qu'il doit être effondré, surtout qu'il ne peut pas rentrer. Donc je voudrais, au nom de tous les collègues de la chaîne, même si je ne suis plus dans la chaîne, que je ne suis que votre invité, mais vous restez mes confrères et mes amis, lui présenter nos sincères condoléances. Nos sincères condoléances. Sinon, ce qu'il a dit hier, c'est une petite bombe. Et pourquoi il a appris de source, il l'a dit lui-même. Et Salim, moi je le connais suffisamment pour savoir qu'il assume. Il assume. Quand il dit, d'ailleurs, il cite des noms. Ce que je me garderai de faire moi-même. Moi, je ne citerai pas de nom. Salim Salhi dit qu'il a reçu une information de source très crédible, émanant de milieux officiels. C'est ce qu'il dit dans sa phraséologie. Que le grand patron des chaînes de télé, de la diffusion... Le directeur de diffusion. Des radios et des télés. C'est vraiment un poste d'une importance stratégique pour le régime. Parce que le régime, lui, ne permet pas à ces chaînes de télévision et à ces radios de recevoir des invités librement, de les faire passer en direct, de leur permettre d'exprimer leur opinion sans entrave et sans bride éditoriale. Donc, il aurait été chargé de se rapprocher de notre hébergeur, enfin de votre hébergeur, de l'hébergeur d'Al Magharibiya, pour lui demander de la booster dehors. C'est exactement le même scénario qu'en 2019. En 2019, Gaïd Salah avait envoyé une délégation qui avait rencontré des représentants de très hauts lieux de l'État français dans un grand hôtel de luxe dont je ne citerai pas le nom. Et quelques jours après, la chaîne a été bootée hors de Telsat. Ça se reproduit exactement de la même manière. Donc moi, j'ai tendance à prendre pour argent comptant ce que Salim Salhi a dit. Mais une question pertinente, Jamaldine, très rapidement, parce que peut-être elle est très importante, cette question, comme ça je vais revenir à nos invités, Rachid Hassani et Lali Laskari. Est-ce que cette information, et vous le savez très bien, vous connaissez très bien comment ce système fonctionne, Jamaldine Benchenou, est-ce que celui qui a fait passer cette information nous fait, si vous voulez, comprendre qu'il y a un problème au sein de ce régime, que peut-être il y a même des confrontations au sein du régime. Au sein du régime, oui. Et qui ne veulent pas d'un deuxième mandat. C'est possible. C'est possible. Ça reste une spéculation. Mais c'est très possible. Est-ce qu'on peut faire cette lecture? Bien sûr. Avec ce régime, maintenant, tout le monde connaît un peu son mode de fonctionnement. Ils passent leur temps à se tirer dans les pattes. Quand quelqu'un devient suffisamment fort, même par défaut, comme c'est le cas de M. Tebboune, qui n'est devenu fort que parce que Gaïd Salah a fait le ménage avant de le mettre à la tête de l'État, Tebboune s'est retrouvé face à du néant. Tous les généraux importants étaient mis en prison ou contraints de fuir, les 3 premiers ministres, des dizaines de ministres. Wassini Bouazza qui voulait propulser Mihoubi s'est retrouvé en prison. Voilà. Donc Gaïd Salah avait fait le vide. Donc quand Tebboune arrive, il se retrouve l'homme fort, mais par défaut. Mais malgré ça, malgré l'homme fort par défaut, il continue à se tirer dans les pattes. Et dès qu'il donnera les premiers signes de faiblesse, Yjbdoul Khdama,
Ils vont tirer les couteaux. Donc, moi, je suis sûr que lui, il ne dort pas tranquille, hein, il n'y a aucun doute. Hein, Très bien. Juste une chose, Salim. Pourquoi, je reprends là ce qu'avait dit notre ami Ali Askari. Pourquoi ce régime qui se sert de l'argent du peuple pour faire taire les voix libres, pourquoi est-ce qu'il ne sert pas du même argent du peuple pour lancer des chaînes de télévision libres avec cet argent pour faire concurrence à Al-Maghribiyya? Bon, j'avance le problème, mais je connais la solution, je connais la réponse. Il ne pourra pas. Impossible. Parce que c'est contre nature, ça serait suicidaire pour lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bonne question, Jamal Demesh. Rachid Hassani, je vais revenir vers vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie. Rachid Hassani, sur la question politique, votre parti était très clair. Donc pas de participation à cette élection présidentielle, mais on est en train de voir une campagne électorale qui se fait pour le régime, elle se fait le plus normalement possible. Et on a vu aussi cette sortie de Abdelmajid Tebboune à Oran, où presque, la salle, elle était presque complète. Elle était... mais on va se poser la question, bien sûr, comment elle a été remplie, cette salle. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Hassani, après presque 12 jours de campagne électorale? En tout cas, malheureusement, le temps est en train de nous donner en tant que l'ACD, en tant que parti politique, malheureusement, je dis malheureusement parce que nous aurions aimé que les choses se passent autrement pour le bien de notre pays, pour le bien de la politique, pour le bien du peuple d'une manière générale. Mais malheureusement aujourd'hui, cette campagne électorale est en train de démontrer toute l'étendue de la calamité, toute l'étendue de la médiocrité de ceux qui y prennent part, de la manière avec laquelle ce simulacre d'élection est en train d'être mené, et ça nous conforte un petit peu dans le fait que nous avons pris la bonne direction, la bonne décision, même si je dis malheureusement parce que j'aurais souhaité que les choses se passent autrement. Voilà. Donc, et puis vous posez la question par rapport à la salle qui était pleine. Je pense que ce n'est pas difficile au régime de remplir une salle. Il a sa clientèle, il a ses affiliés, il a son administration. Donc ce n'est pas véritablement un problème pour lui. Mais force est de constater aujourd'hui, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que cette campagne électorale n'accroche personne, surtout pas de occupations qui va casser, qui cherche à régler ces problèmes de lui-même, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'inflation, les problèmes de la rentrée scolaire qui s'annonce difficile, les problèmes des chaleurs, des feux de forêt, et de tous les problèmes qu'il vit au quotidien. Donc c'est une campagne électorale qui n'accroche personne. Nous sommes en train de constater aussi que cette campagne est menée avec des discours médiocres, avec des contenus creux, avec des mensonges, avec parfois des promesses des promesses tout légères, des promesses qui ne tiennent pas compte de la réalité économique de l'Algérie, des promesses qui ne tiennent pas compte de la réalité politique de l'Algérie, des promesses qui ne tiennent pas compte de la conjoncture internationale difficile. Et donc c'est une campagne électorale à la USAID, comme nous l'avons prévu, comme nous l'avons prédit plus tôt, parce que le pouvoir, en réalité, n'avait pas voulu d'une campagne électorale, ne veut pas d'une présidentielle ouverte, ne veut pas de débat intéressant ouvert. Il a voulu donc une simple intronisation d'un chef de l'État qui a été préalablement choisi. Et donc, voilà, nous assistons donc à une campagne électorale à la USAID. Malheureusement pour nous, malheureusement
pour l'Algérie et nous allons encore rater un autre rendez-vous important pour le pays. Nous allons encore perdre pour notre pays, nous allons encore perdre de l'argent pour notre pays dans une conjoncture internationale très difficile, dans un contexte interne sur le plan politique, social et économique très difficile aussi. Nous espérons que les décideurs, nous espérons que tout le monde, nous espérons que tous ceux qui détiennent la décision reviennent de meilleurs sentiments, associent le peuple, associent les partis politiques, associent les forces vives de la nation à un débat franc, un débat national, un débat inclusif qui puisse nous sortir de cette crise politique profonde dans laquelle patauge notre pays. Très rapidement, dernière question, Rachid Hassani, des voix qui se sont élevées ces derniers jours, donc qui appellent au boycott de cette élection. Est-ce que le RCD boycottera ou appellera au boycott de cette élection? Comme nous l'avons exprimé à maintes reprises, nous ne sommes plus dans une phase politique où nous puissions appeler un boycott qui ne peut pas faire reculer le pouvoir par rapport à sa décision de cette élection. Nous sommes dans une phase politique où nous avons exprimé notre opinion, notre choix quant à faire l'impasse sur ce rendez-vous. Nous sommes complètement en dehors de cet agenda et c'est un agenda du pouvoir. Nous avons dit ce que nous pensons de cet agenda au moment voulu, au moment opportun et nous sommes en train d'appeler les gens à la raison. Nous sommes en train d'essayer de passer, de construire des passerelles avec les partis politiques, avec les syndicats, avec les personnalités politiques, avec l'élite algérienne pour essayer de passer à autre chose, pour essayer de construire un rapport de force qui puisse justement ramener ce pouvoir à reconsidérer ses options autoritaires et ses options qui ne tiennent pas compte de ce que pense le peuple, de ce que pense l'écrasante majorité de la classe politique autonome et non soumise. Merci beaucoup Rachid Hassani, merci. Je rappelle, vous êtes secrétaire national du RCD, chargé de la communication, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous. Ali Laskari, je vais revenir à vous. Avant de vous donner la parole, on va faire passer donc ces images. C'était le rassemblement de Haji Tebboune hier à Oran. On nous a montré donc ces images que la salle était archi comble, mais il y a des questions bien sûr. On regarde ces images. Vous avez vu ces images, pas semaine. Là, on va voir une autre vidéo. Donc, comment toutes ces personnes sont arrivées donc à cette salle à Oran. On regarde cette vidéo. هادروا هيا هادروا رانا مع تبون زين ورانا رايحين نصروا تبون النهار تاع اليوم ان شاء الله في الاراضي وفي بوهني ورانا نسبوا رانا معاك صح ونسوان ورجال نسوان ورجال كش شوف هذه ولايه معسكر انا من سعيده كاين سعيده هنا كاين من سعيده من صغالي من البلديات ها هو شو الله يبارك هذه وليديه الجزائر ورانا رايحين اليوم للحمد ها يلا قال شوف الخير والبركه في فلاجيري هيا قولوا نوضوا تفوتوا ها هو ودخوا الله يبارك شو الله يبارك الوطنيين شو الله يجعل الخير والله يحفظنا احنا شعب الجزائر شعب الميمر احنا شعب الجزائر الله يفعل قولوا الله يحفظكم. Donc, vous avez vu ces bus donc venus un peu partout d'Algérie, de l'ouest surtout, Maaskar et d'autres wilayas. On va regarder donc ce qu'a déclaré aussi cet Algérien. On l'écoute. يا شباب الجزائر نوضوا تفوتوا يا المواطنين والمواطنات الحمد لله اليوم رانا بندوروا العرس يا شعب الجزائر نوضوا تفوتوا رانا الحمد لله يا ربي ونركبوا الرايات وندوروا العرس وحنا نشوفوا العلامات الله يبارك ورانا ناشطين وفي فلاجيري يا شباب الجزائر ويا الشابات وداكم نزيدوكم في الفيس دي باي من القنت للقنت يا ربي ترحم الشهداء والله يجعلنا ان شاء الله الجزائر
هي نوارة العالم. الجزائر ان شاء الله، وراني مع ابن عمي وشوف احنا هذا الكراوه وناس كيما نقولوا من البلديه تاع غروس. شوف الشجعان الجزائر، الله يجعل والله يجعل البركه، وهم احبابنا. شوف هو رئيسنا، شوفوا حبيبنا شوفيرنا هذا راك عارف تدرب في لا ميزون هي تاع تبسه. شوفوا يا شباب الجزائر، نوضوا تفوتوا ونبنوا بلادنا لاولادنا. وهو شوف الشيباني مسكين ديال الفيو رايح مسكين راه يدير الحمله. الحمله شوف هذا تقول لا اله الا الله. يا وهذو راهم ياكلوا كسره ولا يا رياسنا، هذول كاتلهم الزلط خلوا فيهم. رياسنا وانا شوفوا انا متاجين جيت ورانا ندوروا في الحمله. الرياس قول الرياس. Je sais que Jamaldine, tu es impatient pour réagir, mais on va donner la parole d'abord à Ali Al-Askari. Ali Al-Askari, quand on voit ces images, bien sûr, on a vu des images remplies de cette salle à Oran pendant donc, ce rassemblement du Tebboune, mais on a vu aussi ces images, donc des bus qui sont venus d'un peu partout, des wilayas ou des villes de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali El-Askari? Écoutez, bien sûr, ils peuvent remplir les salles à tout moment, avec l'instrumentalisation qui se fait par rapport aux partis politiques alliés au régime, bien sûr, avec toutes les associations qui sont en train d'instrumentaliser, aussi les fonctionnaires qui sont dans l'obligation de venir, et aussi les sportifs. On a vu tout le monde, pratiquement, ils sont rapprochés pour pouvoir aussi les mettre dans cette situation. Donc, remplir les salles, ce n'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème pour eux. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils balisent les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs sont balisés, ils ont confisqué les libertés aux Algériens. Juste une anecdote par rapport à lorsque j'ai vu la salle remplie. Une anecdote en 2006. On devait refaire le contrat de Rome à Ifri, là où j'étais arrêté cette fois-ci. On m'a pas laissé aller, c'est-à-dire me recueillir et témoigner et commémorer cette date. Je me rappelle en 2006, on l'avait fait d'une manière grandiose. Il y avait des milliers d'Algériens qui sont venus, un peu de toutes les régions, mais aussi Bouteflika voulait profiter de cette situation. Il s'est annoncé à Ifri, même à l'aéroport. Et j'ai vu les Algériens comment ils ont fait. Ils ont enlevé toutes les 5000 Bouteflika de l'aéroport jusqu'à Ifri. Je vous assure, les gens qu'ils ont ramenés, comme ça, comme cette fois-ci, il y avait le colonel Si Hassan avec moi, qui était chef de la wilaya historique. C'était le 19 la veille du 20. Ceux qui sont venus pour Bouteflika sont venus l'écouter, alors que c'est nous qui avons organisé la conférence. Vous voyez, donc ils viennent, ils les font venir, alors qu'après ils ont écouté une conférence sur le congrès de la Soumam, comment il serait tenu, les architectes du congrès de la Soumam, qui ont fait le congrès de la Soumam, alors que Bouteflika ne reconnaissait pas les résolutions du congrès de la Soumam. Donc ils ne sont pas convaincus. Pour voir qu'ils ne sont pas convaincus du tout. C'est pour ça que je dis que sur le plan organique, bien sûr, ils peuvent ramener des milliers. Le problème ne se pose pas. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est par rapport à l'opposition. Parce que l'opposition, si elle joue son rôle, pourquoi j'ai donné cet exemple et là, laissez-moi intervenir, Ali Al-Askari. Je vais vous rendre la parole, parce que vous avez parlé de l'opposition, et la question qui se pose, vous étiez donc ex-coordinateur du FFS, c'est cette participation des FFS. On va voir cette vidéo donc de Youssef Aouchiche, qui est le candidat du FFS à cette présidentielle, et je reviens à vous juste après, Ali Al-Askari. Ali Al-Askari, vous avez vu ces images, donc, Youssef Aouchiche président,
FFS, il a ça, hier et aujourd'hui, le FFS est toujours là. Votre réaction par rapport à cette participation des FFS aux élections? Laissez-moi parler, Nasser Bark. Écoutez, quand je vois ces images aujourd'hui, et je sais que moi qui a fait le FFS, qui a travaillé avec Sil Hussein, beaucoup. Aujourd'hui, je dis cette équipe, je dis bien cette équipe, je ne dis pas le FFS, le Front des Forces Socialistes, ce qui a été fondé en 1963 par Hussein Ahmed et ses compagnons, M. Bourga et d'autres, commandant Moussa et autres. Ceux qui sont les martyrs de la démocratie et ceux qui sont décédés jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, j'ai dit, ils ont instrumentalisé les partis politiques, les associations, les syndicats et autres. Ils ont rempli les salles, ça c'est pour le régime. Et aujourd'hui, ils sont dans l'auto-validation et dans la caution, justement, de ce régime. Cette équipe-là, elle est dans la caution. Aujourd'hui, où ils ont banni les contre-pouvoirs, ils ont confisqué les libertés aux Algériens, où il y a la répression, où aucune condition d'une élection n'est réunie en Algérie. Il n'y a pas d'ouverture du champ politique ni médiatique, où aucun espace ne peut être exploité par toute voix discordante en Algérie. Voilà qu'on voit une équipe qui sort du FFS et qui est dans cette situation. Et le FFS, moi j'ai géré le FFS, même si on a essayé de me faire des pressions énormes, même à l'intérieur du parti dans le temps. Le FFS, c'est la place publique. Le FFS, c'est l'ancienne mairie de Tizi Ouzou pour faire un meeting, pas lors d'une élection présidentielle, à tout moment, avec des milliers de personnes, le minimum de 1000 personnes sur la place publique. Le FFS, il a la mairie à Belater. Et le maire a été mis en prison, ça fait plus de 2 ans de ça. Ils étaient où? Alors qu'à Tébessa, on remplissait une grande salle. Du côté de Batna ou là de Constantine, là on allait, on remplaçait des salles omnisports. Soit à l'ouest du pays ou là au centre du pays. À Alger, c'est la salle Atlas, celle qui peut réunir le plus grand nombre. C'est ça le Front des Forces Socialistes. Aujourd'hui, une équipe qui n'est pas convaincue, pour moi, qui n'est pas convaincue. Parce que voir un de mes camarades dans le temps, qui était à l'instance présidentielle, faire une interview à l'Expression pour valoriser le bilan de 5 ans du chef de l'État, ou là, passer à Berber TV pour faire l'éloge et bien sûr l'éloge du bilan, à Tizi Ouzou la même chose, le PAPOE du Front des Forces Socialistes qui fait la même chose par rapport au projet structurant. Alors que si je vois la pénétrante, je suis à côté, qui traîne depuis 2013. 2013, depuis que Silla est venu à Tizi Ouzou pour lancer la pénétrante, parce que je lui ai fait la pression en 2012 par rapport à cette pénétrante et à celle de Béjaïa, qui est pratiquement qui se termine, parce elles étaient lancées ensemble, parce qu'ils ont étouffé la région sur le plan des communications. C'est vrai que celle de l'Alma traîne encore, peut-être celle de Tnis et Chlef, mais dire que les projets structurants aujourd'hui, et le bilan a été formidable, et que tous les projets structurants ont été lancés et réalisés, c'est une catastrophe. Voilà, aujourd'hui, cette équipe qui est devenue décorative, que ce soit par rapport aux rencontres protocolaires et décoratives, et aujourd'hui, elle fait dans le décor par rapport à ce scrutin. Ali Laskari, de valider par rapport à la glaciation autoritaire. Ali Laskari, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser parce que je dois vous poser Ali Laskari, je vais vous laisser la parole parce que je dois juste rebondir et vous poser deux questions qui sont très importantes. Je vais vous laisser la parole. C'est Ali. Je vais vous laisser la parole, mais c'est des questions très importantes.
Comme ça, ceux qui nous suivent, ils vont comprendre aussi la position, votre position, comme ancien responsable du FFS, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans ce parti. Vous êtes en train de dire que le FFS fait la campagne électorale de Tebboune. C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, oui. C'est une caution totale. Le FFS n'a jamais auto-validé une élection pareille. Jamais. Ils sont dans la caution totale du régime et d'un régime autoritaire qui est dans la glaciation autoritaire totale. Il n'y a aucune condition réunie par rapport à cette élection. J'ai un camarade a été arrêté mercredi, juste après le 20, il a été arrêté à Exmer. J'ai entendu aujourd'hui qu'un autre camarade ex-maire et qui passait al Maghribia, Slimane Kharmous, qui a été arrêté jeudi, c'est confirmé, du Front des Forces Socialistes. Donc j'étais le 20 août, on était à 10 au niveau de Fnaya, militants du FFS, cadre du FFS, on était à 10. Il y avait Kaka Ali Laskari, il y avait Darras, il y avait le Dani, il y avait d'autres, il y avait Ayman, il y avait. Je vais tous les citer. C'est vrai qu'il y avait le LCD aussi, il y avait une quarantaine ou une cinquantaine, mais il y avait beaucoup du FFS. Il faut se dire les vérités. Donc la question aussi suivante, Ali Laskari. Et là, peut-être se pose une question qui est très importante et peut-être qu'ils sont en dehors. Mais c'est Ali, je vais vous poser la question. Je vais vous rendre juste la réponse après, rendre la parole. Ceux qui sont en dehors du FFS se posent cette question. Comment expliquer donc que la base militante du FFS ait accepté cette participation ou cette situation que vous avez décrite? Ils n'ont pas accepté. S'ils ont accepté, les fédérations du Front socialiste aujourd'hui, elles sont vidées totalement. Ils n'ont pas accepté. Lorsqu'on dit que les militants du FFS ont accepté, c'est faux. Il y a eu un putsch contre le FFS en pleine révolution, en plein mouvement révolutionnaire. Et vous le savez très très bien, et tout le monde le sait. Il y a eu un putsch, il y a eu des missionnaires mercenaires contre-révolutionnaires qui l'ont mené, ils ont été soutenus pour récupérer cet appareil. Et cet appareil aujourd'hui, il est au service du régime. Et j'ai dit, je viens de l'expliquer clairement, comment aujourd'hui ils n'arrivent pas à mobiliser. Pourquoi ils ne mobilisent pas? Pourquoi le peuple les fuit? Pourquoi le peuple ne les écoute plus? Les salles sont vides, à Sétif c'est vide. À Aïm Defla, là où on faisait des marches à Aïm Defla. À Khnishla, Babar, à Diavarbar, Pichaouyed. On a fait un meeting là-bas, la salle était. Elle a explosé. On est sorti, on a fait une marche, on a été jusqu'au Arch Babar, ils sont tous descendus. C'était en 2017. Comment voulez-vous aujourd'hui parler du Front des Forces Socialistes qui n'arrive pas à arriver à remplir des petites salles? Le dernier meeting, c'est à Bogny. Que je connais très très bien. C'est une salle qui ne prend pas plus de 200 personnes assises. C'est ça le Front des Forces Socialistes. C'est ça la mobilisation du Front des Forces Socialistes. C'est ça l'espoir qu'on doit donner aux Algériens. Dans toutes les régions du pays, aujourd'hui à Tindouf par exemple, on a des élus du côté de jusqu'à Oumlassel, on a à Belater, on a des élus au sud. Très bien. Jusqu'à 2017. Aujourd'hui, on ne se retrouve plus. Tous les militants, ils ne sont pas dans les structures du parti. Et les cadres et la base militante. Ali Laskari. Pourquoi? Ali Laskari. S'il vous plaît. Non, Ils ont compris. Ali Laskari. Il faut que on apprécie votre participation. Ali Laskari, parce que la râle, on a limité de l'émission. Et j'apprécie beaucoup votre participation à cette émission. Mais je dois aussi donner un peu de temps pour les autres invités qui sont avec nous aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus à tout moment, Ali Laskari, et vous le savez très très bien. Mais la question que je vous pose, est-ce que Ali Laskari est pour le boycott de cette élection présidentielle? Non, moi j'ai dit non à la mascarade électorale, j'étais très clair, même avec des personnalités politiques en Algérie, avec qui on a sorti une déclaration dernièrement. Elle était très claire.
on a dit oui, bien sûr, à l'alternative démocratique, à un projet alternatif avec toutes les forces existantes dans le pays qui veulent le changement, mais qui ne veulent pas s'intégrer organiquement au sein du régime. Il faut être très, très clair. Donc, le projet alternatif, pour nous, est clair. Et aussi, pour l'élection à venir, on a dit c'est joué d'avance. Donc, pourquoi aller voter? Il faut lui laisser, il faut faire le scrutin présidentiel entre eux. Où est le problème? Puisqu'ils ne veulent pas ouvrir le champ politique. Ils ne veulent pas ni dialoguer, ni négocier, ni rien du tout avec le peuple algérien qui était dans la rue, qui voulait le changement. Très bien. Sérieusement. Restez avec le système. Restez avec nous, ils sont pas avec le système. Restez avec nous, Dali. Restez avec nous, Ali Laskri. Restez avec nous parce que je dois aussi donner un peu de parole pour nos invités. On a avec nous Zaki Henneche, qui est militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Montréal via Skype. Zaki Henneche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Zaki Zulfellek. Zulfellawel, merci pour le Maghrébia. Je donne mon soutien total pour le Maghrébia. Ce qui se passe actuellement pour essayant de faire taire la voix libre. C'est ce que je voulais vous poser la question par rapport à la situation d'Al-Maghribia. Je vous laisse la parole, donc si vous voulez rajouter quelque chose, ou sinon si vous voulez commenter par rapport à la situation politique, à la situation que vit notre pays. Zaki Henneche. Bon, ce que je voulais dire, ce que je voulais intervenir, c'est que pour moi, c'est pas quelque chose de surprise que le gouvernement, la police politique algérienne, en train d'essayer de faire arrêter ou arrêter la diffusion de la chaîne Maghrébia sur le Nilesat. Pour moi, c'est une continuité d'une stratégie de la police politique qui a été menée depuis 2019. Ils ont réussi d'une manière ou autre d'arrêter toutes les médias locales, soit censurer par exemple Radio Ami Maghreb Émergent, ou changer la ligne éditoriale de d'autres médias qui ont été à un certain moment qui ont été opposés, ou des médias qui transmettent toutes les voix divers, soit opposants, soit les pro-pouvoir. Et une autre chose, un autre plan aussi, c'est que il faut dire que le plan de la police politique, le plan et la stratégie de répression n'ont pas seulement ciblé les gens à l'intérieur de l'Algérie. Le plan, c'est de fermer toutes les voies libres, soit à l'intérieur de l'Algérie, soit à l'extérieur. Il y a un plan aussi, il y a une stratégie de répression contre la diaspora algérienne qui sont dans le Maghrébia, parce que le plan stratégique de la police politique de se gérer tout ce qui arrive aux yeux, aux oreilles des Algériens, soit dans tous les plans, soit sur les médias comme le Maghrébia, soit sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça veut dire, pour moi-même personnellement, c'est pas une surprise, mais on doit, en tant qu'Algérien et en tant que militant, on doit soutenir le Maghrébia parce que on peut dire que c'est la seule, et parmi les seuls médias, c'est les seules fenêtres qu'on peut donner notre avis politique sans. C'est la chaîne où les militants ou les Algériens expriment avec toute liberté, parce que actuellement il n'y a aucune liberté en Algérie. Personne ne peut parler, aucun média algérien, il n'y a aucun média qu'on peut parler librement, aucun média qu'on peut transmettre notre message librement. Ça reste que parmi les seuls chaînes qui restent, c'est le Maghrébia. En tant qu'Algérien, en moment, je soutiens le Maghrébia. Quoi que ce soit qu'il arrive, on reste en suivant le Maghrébia. Moi aussi, personnellement, je vais intervenir chaque fois al Maghrébia pour donner ma voix à cette chaîne libre. Voilà. Barakallahu fik, Zaki Henneche. Je voudrais dire quelque chose. Oui, tfadal si Jahmed. Nasser, si tu permets, je profite de l'occasion de cette
très agréable occasion, Zaki Hennesh est avec nous pour lui dire toute mon admiration. Je l'aime beaucoup, ce garçon. Je considère que c'est l'un des journalistes citoyens les plus performants pendant le Hirak. Journaliste citoyen, c'est-à-dire qui n'appartenait pas à un organe quelconque, mais qui était devenu à lui seul un centre de diffusion des nouvelles les plus importantes du Hirak, je me rappelle. Nous-mêmes, journalistes établis, nous allions sur sa page pour essayer de glaner les dernières infos et je tenais à lui rendre cet hommage et à lui dire toute mon admiration et toute ma sympathie. Très bien. Zaki Hennesh, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit notre ami Jamaldine Benchenouf. Bon, ce que je dis, ça fait un grand plaisir d'entendre ça par une grande personnalité ici, Jamel Benchenouf. Je le remercie énormément. J'ai rien fait, moi. C'est une part de ma citoyenneté. On a essayé de faire comme tous les Algériens, chacun a fait sa manière. Parce que pendant le Hirak, comme j'ai dit avant, on peut pas être comme un match de foot. On peut pas être à tous des attaquants ou tous des défenseurs. Chacun, il a essayé de jouer un rôle qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai essayé de jouer ce rôle-là. J'ai payé cash. Je suis à l'exil. Je suis à la prison. Mais malgré ça, c'est que malgré la répression, malgré le climat de terreur qui se passe en Algérie, mais la police politique doit savoir qu'on n'arrêtera jamais et le combat continue. Très bien. Restez avec nous, Zaki Hennesh. On a été, je pense qu'on est avec nous aussi. On a été rejoint par Jamel Ghsoum, président du Centre de recherche en sciences sociales, qui est avec nous via Skype aussi. Si Jamel, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci d'être avec nous. Marhaba bik. Bonsoir Sinas, bonsoir à toutes les personnes autour du plateau et au peuple algérien. Donc je suis avec vous en direct d'Alger. Et moi ce que j'aimerais dire, c'est de proposer une lecture, je dirais non pas émotionnelle, mais quelque chose qui réponde à une forme de raison et à une forme, je dirais, pragmatique, une analyse pragmatique de la situation. J'aimerais évoquer cette situation politique et les élections d'aujourd'hui sous l'angle de 3 spectres. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien, si Jamel. On vous entend très bien. J'aimerais juste, je vais vous rendre, juste avoir votre avis donc, par rapport à la situation que vit la chaîne El Magharibiya. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, si Jamel, cette menace donc, de fermeture d'El Magharibiya, cette situation, on l'a vécue en 2019. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Ghsoum? Surtout que vous êtes invité souvent dans nos émissions, en toute liberté, vous avez la liberté de parole. Jamel Ghsoum. Alors tout d'abord, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'avec totale franchise, je viens tout juste de l'apprendre de vous et de vos invités. Je n'étais pas au fait, je suis en Algérie et j'étais à El Ouadsouf. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin d'avoir des précisions ici et là pour dire que toute fermeture de médias, quelles qu'en soient les raisons, n'aide pas, en tout cas, les institutions, qu'elles soient algériennes ou autres, à aller vers quelque chose que l'on désire toujours être. Un média, quoi qu'il en soit, il doit lui être permis de faire son travail, même si on ne l'aime pas. Moi, je n'apprécie pas forcément la ligne éditoriale de El Magharibiya, mais j'y participe depuis à peu près 2 ans et demi, en opposition aussi, il faut le dire, sur le fait que je suis, moi qui suis et qui était considéré comme étant pro-régime, je suis boycotté par les chaînes algériennes et le seul média qui m'a donné la parole à ce jour, c'est justement El Magharibiya. Et donc je ne serai pas intellectuellement le serpent qui se mord la queue en disant vous ne m'invitez pas d'un côté et je suis pour la fermeture d'une chaîne de l'autre, ce ne serait absolument pas raisonnable. Et donc, quels que soient les motifs invoqués, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs comment on peut fermer une chaîne qui se trouve à l'étranger. Il faudra peut-être qu'on m'explique, parce que moi, visiblement, je ne sais pas tout. En tout cas, et en toute état de cause, la chaîne El Magharibiya, il y a des gens qui s'exprimaient à travers cette chaîne, qui avaient une voix discordante de la vôtre, de la ligne éditoriale, et c'est justement là aussi, et je me plaisais en tout cas,
pour ma part, à intervenir sur le Maghrébia, même si c'était très... je veux dire qu'il y avait pas mal de conflits entre nous, mais ce sont des conflits, je dirais, éthiques et qui permettent tout à chacun à s'exprimer. Donc voilà ma position pour la nouvelle que vous venez tout juste de m'apprendre. Voilà ce que je peux en dire par rapport à cela. Très bien. Jamal, dans le même ordre, si Jamal, après je vais vous laisser peut-être vous exprimer par rapport à la situation politique. Comment expliquer qu'aucun média en Algérie n'a osé parler donc de cette menace qui pèse sur Al-Maghribia, qui est donc la fermeture de la chaîne. Comment expliquer ça d'après vous, Jamal Ghessou? Vous savez, c'est ce que j'ai souvent dit sur la culture des journalistes en Algérie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était le cas aussi bien avant l'arrivée du président Tebboune. On était dans cette même culture journalistique qui tendait à dire indirectement aux journalistes ou même aux chaînes de télévision, soit vous dites ce que nous on va vous dire, soit on ferme les vannes de la publicité. Donc la continuité d'aujourd'hui va rejoindre mon analyse sur la gouvernance que je vais exposer tout de suite après. Et donc la culture du journalisme en Algérie depuis, je ne saurais la dater, mais en tout cas depuis que je m'intéresse fortement à la politique algérienne, soyons clairs, ça ne fait pas 20 ans, fin 2016, début 2017, je constate que les journalistes en Algérie, sans même une pression quelconque, se sont auto-habitués à ne prendre aucune liberté de parole sans l'aval d'ici et là, sous couvert d'une pression économique via la net qui est utilisée, qui est visiblement jusqu'à aujourd'hui utilisée comme étant un moyen de pression. Voilà un peu ce que je dirais par rapport à votre question, qui est de savoir pourquoi est-ce que les autres médias n'en parlent pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une pratique qui existe depuis un bon nombre d'années. Je ne saurais le dater, mais en tout cas, depuis que je m'intéresse à la question algérienne et particulièrement celle des médias. Vous avez soutenu en 2019 donc Abdelmadjid Tebboune. Vous êtes contre lui aujourd'hui, donc c'était par rapport à cette élection du 7 septembre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation de notre pays, puisque vous êtes en train de dire que vous êtes à Oued Souf, en Algérie donc. Beaucoup d'observateurs s'inquiètent du développement de la situation de notre pays. Si les mêmes politiques continuent donc à s'opérer, les politiques qu'on a vues donc depuis l'avènement d'Abdelmadjid Tebboune en 2019, est-ce qu'on est dans cette situation de déliquescence généralisée, Jamal Ghessou? Alors tout d'abord, je souhaite absolument distinguer deux éléments qui sont par essence distinctes. Vous l'avez rappelé, je suis opposé au second mandat du président Tebboune pour une question éminemment politique. J'en ai assez échangé sur votre plateau et qui est complètement distincte du bilan que l'on pourrait faire du mandat du président de la République et que je vais faire juste après. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je suis opposé au second mandat du président Tebboune, hormis la question du bilan et de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait? Je l'ai assez dit, mais je vais le redire pour que vos téléspectateurs et celles et ceux qui sont autour de ce plateau comprennent bien les choses. Je suis opposé à une politique discriminatoire à l'égard de la diaspora de manière générale, mais particulièrement celle qui est née en France comme moi et qui dispose d'une double nationalité, puisque notamment le FLN, mais le président de la République a promulgué une loi le 31 août 2023, dite loi sur les médias, qui nous interdit à nous, qui avons une autre nationalité, de pouvoir créer des revues en Algérie. Donc, en d'autres termes, Jamal Ghessou, Jamal, parce que je vous ai coupé la parole, juste pour clarifier. En d'autres termes, ce que vous êtes en train de dire, que s'il n'y avait pas cette loi, vous allez soutenir donc Abdelmadjid Tebboune, s'il n'y avait pas cette loi qui est pour vous discriminatoire donc par rapport à la diaspora ou les franco-algériens, les Algériens qui sont nés donc en France, qui ont donc la double nationalité. S'il n'y avait pas donc cette loi discriminatoire, pour vous, le bilan d'Abdelmadjid Tebboune est positif et peut-être même vous allez voter ou le soutenir pour un deuxième mandat. Ok, très bien. Alors, je vais donc forcément opérer une nuance
dans les propos que vous avez dit. Il n'y a pas de question de si cette loi n'avait pas été votée, je soutiendrais. Vous savez, je ne suis pas un extrémiste, je suis quelqu'un de nuancé et j'évalue en fonction du bilan que je vais, bien évidemment, dresser dans la lecture qui est la mienne. L'un n'annule pas l'autre choix. Nous ne sommes pas dans une position extrémiste, en tout cas pas moi. Maintenant, vous faites de la fiction politique, je vais aller jusqu'au bout de votre réflexion ou votre raisonnement. Si le président Tebboune n'avait pas promulgué cette loi et donc que je me sentirais pleinement algérien, je ne l'aurais pas soutenu pour autant. Je soutiendrais sur la base d'un bilan et non pas, là, il s'agit d'un rejet. Est-ce que son bilan il est positif oublions la loi qui a été promulguée. Okay. Est-ce que son bilan est positif? Très bien. Maintenant, parlons du bilan. Sur la question du bilan, j'intègre, et je l'avais fait à plusieurs reprises sur votre plateau, et même avec Djamaleddine Benchenouf il y a un certain temps, je distingue, d'abord, il y a eu la période de la Covid-19 qui a affecté la terre entière et non pas simplement l'Algérie. Et que j'évaluais, moi, mon bilan sur à peu près 3 ans et non pas 5 ans. Sur ces 5 années, je soulève 2 réflexions qui me semblent utiles d'avoir aujourd'hui. Sur la qui a été menée, je dirais que ne serait-ce que de ne pas avoir été en Algérie dans une situation aussi catastrophique, si la gestion était si mauvaise par rapport à la Covid-19, c'est déjà là un point positif. Ensuite, si on arrive de l'autre côté et sur le côté de la gouvernance, j'ai simplement envie de dire que aujourd'hui, et il ne faut pas se voiler la face, sur la question de la gouvernance aujourd'hui en Algérie, il y avait une Issaba avant 2019, mais aujourd'hui, il y en a une nouvelle. Il faut bien se le dire, elle n'est pas aussi visible qu'avant, mais il y a une nouvelle Issaba qui freine des 4 pieds toute évolution politique. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que... Est-ce que cette nouvelle Issaba, très rapidement, c'est Jamel, parce que on est limité par le temps. Vous êtes en train de parler qu'il y a une nouvelle Issaba. Avant 2019, donc, il y a la Issaba, on a entendu Majid Tebboune parler de ça, mais est-ce que, quand vous dites qu'il y a une nouvelle Issaba, est-ce qu'elle fait partie de l'ancienne ou cette nouvelle Issaba fait partie des gens qui sont au pouvoir depuis 2019? Jamal Ksoum? Non, on a un petit souci de connexion. Jamal Ksoum nous a précisé qu'il était en Algérie, donc forcément on va avoir des soucis de connexion. On va donner la parole à Djamaleddine Benchenouf qui est avec nous sur le plateau. Djamaleddine. Merci beaucoup, mais j'aimerais la prendre très peu pour permettre à nos amis du Canada et d'Algérie de prendre la parole. Ils seront plus utiles à nos auditeurs que moi-même, à nos téléspectateurs que moi-même. Mais j'aimerais dire que les dirigeants de la chaîne m'ont fait l'amitié de me dire un peu ce qu'ils s'apprêtent à faire et à entreprendre si tant est que la chaîne sera fermée, pour parler simplement. Ils envisagent, entre autres, il n'y a pas que les réseaux sociaux, ils envisagent, entre autres alternatives, d'entrer en force dans les réseaux sociaux. Et là, personnellement, je m'en réjouis beaucoup parce que je suis un ancien des réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à militer dans les réseaux sociaux dès 2003. À militer fortement. J'avais créé un journal, une chaîne YouTube, etc. Donc, j'ai un peu une idée. Les gens du régime qui ont fait cette crasse à Al-Magharibia, qui ont donc payé très cher certainement, et proposé des privilèges immenses aux hébergeurs, pour qu'il la boote hors de son site, de son satellite. Ils doivent savoir que les réseaux sociaux aujourd'hui sont captés par les télévisions. C'est plus comme avant, il faut avoir un ordinateur ou un téléphone portable pour attraper. Il y a ce qu'on appelle IPTV. Voilà. Et donc, c'est exactement pareil. Les gens, ils vont juste installer un petit quelque chose et ils vont aller au Maghrébien, ils vont la regarder à la télé. Mais le meilleur,
c'est qu'avec avec les réseaux sociaux, le Maghrébia va avoir une audience mondiale. Elle l'a déjà avec les satellites. Mais avec les réseaux sociaux, elle sera visible. La visibilité est 100 fois plus importante que celle des satellites. Ça veut dire, moi, si j'ai un conseil à donner à mes amis d'Al Maghrébia, je leur dis, il faut déjà vous préparer à envisager la perspective de lancer des émissions en anglais. Ça veut dire non seulement ce régime qui avait vraiment beaucoup à faire avec des émissions en arabe, en français, en tamazight, il va falloir qu'ils se préparent à avoir des émissions en anglais, qui vont toucher des publics autrement plus lourds que ceux qui suivent les émissions de Maghrébia en français, en arabe et en tamazight. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Restez avec nous, Jamal Din Benchenou. Je pense qu'on a, je ne sais pas si on a Jamal Ksou, la connexion a été rétablie. Jamal Ksou, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous entends très très bien. Donc, je vais pouvoir terminer mon point de vue pour que oui, tfadal si Jamal, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Tfadal. Très bien. Donc, en synthèse, je ne m'oppose pas au président de la République, car en tant que personne, je l'apprécie beaucoup. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur le bilan de ces 3 années, moi je ne retiens que 3 années, il n'est pas si catastrophique que ça. Il n'est pas si catastrophique que cela. Maintenant, la grande difficulté de l'Algérie aujourd'hui se pose sur la gouvernance et sur celles et ceux qui sont nommés à des postes stratégiques et qui n'ont rien à y faire et qui en finalité obtiennent le contraire de ce qui est déclaré officiellement. Donc, je suis opposé au second mandat pour la seule et unique raison que d'être considéré comme étant un indigène légalement, et le président de la République a promulgué cette loi. Donc Karim Benzema, Riyad Mahrez, Kayla Nemour, toutes ces personnalités sont devenues, comme moi, des indigènes de la République parce que nous avons moins de droits que les autres. Ça, je ne peux pas l'accepter, et par conséquent, comme je ne suis pas frappé par le syndrome de Stockholm, la personne qui la persécute, je ne peux pas être pour un second mandat. À côté de ça, je dis que le bilan n'est pas si catastrophique que cela. Maintenant, à charge pour le président de la République de choisir ses hommes et ses femmes et de ne pas choisir des incapables, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Merci Jamal Ksou. Merci beaucoup. Restez avec nous. Zaki Henneche, je vais revenir vers vous, Zaki Henneche. On a une vidéo et j'aimerais la faire passer. Peut-être même Jamal Din peut commenter cette vidéo. C'est un haraga qui fait donc passer un message et par rapport à cette élection présidentielle et la situation en Algérie. الله يروحكم انتوما التبون تاعكم والانتخابات تاعكم وبلادكم علي الله يروحكم انتوما التبون تاعكم والانتخابات تاعكم وبلادكم راهي ليكم على خير علي الله يروحكم انتوما التبون تاعكم والانتخابات تاعكم وبلادكم علي الله يروحكم. Message très clair. Bentouma, بالانتخابات تاعكم بالتبون تاعكم بلادكم بقاو على خير. C'est un haraga, vous l'avez vu. Zaki Henneche, commentaire. C'est très difficile à commenter ça parce que c'est très mal. Parce que je me souviens ce qu'a dit Moudjahid Amir Khadr il a dit il faut jamais laisser le pouvoir et comme تكرهوا بلادكم. Voilà ce qui est en train de passer. Il y a des gens, parce que je suis en train de travailler avec plusieurs demandeurs d'asile, soit en Europe, soit ici au Canada. Le nombre de demandeurs d'asile, c'est quasiment étonnant. Sans oublier les gens qui ont venu ici pour... ils ont venu juste comme ça, ils ne sachant même pas l'avenir, comme l'essentiel fuir de ce pays-là. Il y a des gens qui a décidé de choisir soit la mort, soit qu'il arrive en Europe, mieux qu'il reste en Algérie. C'est très puissant, hein, parce que quand tu arrives, un jeune qui a 25 ans, 26 ans, jusqu'à 32, 33 ans, et il donne 120 millions centimes, 140, je ne sais pas combien de cette somme d'argent, pour préférer
soit mourir, soit aller en Europe mieux qu'il reste dans son propre pays. Ça dit tout. On ne cherche pas d'avoir de comprendre quand un jeune, il y a tout un jeune qui préfère mourir mieux que rester dans son pays. Il n'y avait pas notre commentaire c'était clair et net et précis que c'est bon, l'Algérie, la nouvelle Algérie de Abdelmadjid Tebboune et c'est Issaba, juste vous lire un commentaire sur la nouvelle Issaba. Il n'y avait pas de nouvelle Issaba. Il n'y avait pas de nouvelle Issaba, il n'y avait pas d'ancienne Issaba. C'est les mêmes gens qui ont pris le pouvoir, qui ont mis l'Algérie au désastre. Pour nous, en tant qu'Algériens, je parle à mon nom, en tant qu'Algériens, et rien n'a été changé depuis 60 ans. 62. C'est la même Issaba, c'est les mêmes gens qui ont détruit nos espoirs. Quand tu vois un jeune Algérien a perdu tout son espoir et décide de partir un avenir inconnu, il préfère mourir dans la mer mieux que reste en Algérie. Ça, c'est les tueurs, c'est pas seulement des assassins, c'est des assassins d'espoir. Les gens qui sont en train de gérer l'Algérie, notre chère Algérie, c'est des assassins d'espoir. Et ils ont assassiné tout l'espoir de la population algérienne. Je voulais pas pleurer ici, mais c'est très émouvant, c'est très fort qu'on arrive on a arrivé à ça. C'est vraiment, je peux pas ajouter plus parce que ce qu'il a dit le Khadr Bourda, il a résumé, hein, quoi. Il faut pas haïr notre pays. بارك الله فيك يعطيك الصحة زكي حناش Amil Askeri, je ne sais pas s'il est Ali Askeri, s'il est toujours avec nous. J'aimerais lui donner 30 secondes avant la fin de cette émission. Ali Askeri, si vous avez un mot de la fin, je vous laisse très rapidement, c'est Ali. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de tout s'exprimer et de passer les messages qu'il faut avec une seule séance comme ça. Il faut des rencontres pour apporter beaucoup d'informations pour les citoyens algériens et algériennes par rapport à notre pays et à la conjoncture que nous vivons. Bien sûr, pour nous, comme l'a dit les jeunes, il ne faut pas perdre espoir, il faut travailler pour un projet alternatif en Algérie. Bien sûr, ce projet alternatif, on l'a dit dernièrement avec des personnalités politiques, on l'a fait ensemble lorsqu'on a dit non à la mascarade électorale, mais oui à une véritable alternative démocratique et aussi un projet d'une alternative démocratique constituante. Donc là, l'espoir, il faut qu'il revienne. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on puisse créer ce rapport de force, toujours avec la société algérienne, avec le peuple algérien, pour pouvoir apporter le changement. Parce qu'ils sont dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse aujourd'hui parce que ce n'est pas avec la glaciation autoritaire ou avec la répression qu'on va gérer un pays. On a besoin d'un état de droit, d'un état régulateur et aussi où les Algériens peuvent vivre librement dans leur pays et aussi développer leur pays et aussi sur le plan régional et international pour ne pas être dans cette situation où notre profondeur africaine aujourd'hui est tout un problème. On a des problèmes avec tous nos voisins. Et si on est isolé sur le plan diplomatique. Et là, bien sûr, les décideurs aujourd'hui doivent comprendre définitivement que les Algériens aiment leur pays, c'est des patriotes. Et pour eux, le patriotisme, c'est le droit d'avoir des droits, de vivre librement dans leur pays et de le construire. Voilà, merci. Les mots que je pense. Merci beaucoup Adali, barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vais finir cette émission comme d'habitude avec notre ami Jamal Din. Très rapidement, si Jamal, vous avez commencé donc votre intervention au début de cette émission donc à parler de cet espoir, mais aussi de l'intervention de Rachid Hassani et de Ali Askeri. Zaki Hnash aussi, il a dit il ne faut pas perdre l'espoir. Ali Askeri, il a décrit donc le régime comme étant dans une impasse. Je vous laisse la parole. Quel message est-ce qu'on a le droit d'avoir, de ne pas perdre l'espoir et de rêver d'une Algérie meilleure? Moi, j'ai toujours dit que ces mots ne sont pas de moi, je ne fais que les reprendre. Qu'il ne faut jamais désespérer du génie des peuples, aussi bas puisse-t-il tomber, aussi
comateux politiquement, aussi anesthésiés, aussi inséminés dans le cœur profond de leurs convictions. Il faut toujours faire confiance au peuple qui reste même enfoui sous des couches et des couches de cendres, qui reste une braise ardente. Et il suffirait d'un souffle de vent pour qu'elle se ravive et pour qu'elle enflamme jusqu'au ciel le cœur des hommes. Moi, je me rappelle d'un poème que je n'ai pas appris par cœur, malheureusement, de Mouloud Mamri. Il suffirait du bout de bois d'un esclave pour enflammer, si je ne me trompe pas, dans le cœur des hommes. Et dommage que je ne l'ai pas appris. Le plus énorme incendie. Mais dans le bon sens, pas la guerre, pas la violence. Ça veut dire l'espoir, la lumière, le soleil, la route, tous à regarder dans la même direction vers un horizon d'où viendra l'aube prochaine. Barakallahu fik. Sidi Djemal, je sais que vous êtes un fan de la langue française. Oh, non, vous avez parlé de l'espoir. Moi, je vais peut-être terminer cette émission et je vais parler de la vérité. La vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Barakallahu fik, c'est Nasser.